Le 17 avril 1969, 3h14 du matin, un immeuble art déco délabré du 15e arrondissement de Paris, près de la porte de Vanves, où l'air confiné des escaliers porte encore l'odeur âcre du cambouis des ateliers automobiles voisins et du tabac froid consumé dans les cendriers oubliés. Viktor Ivanovitch Sokolov, alias Pierre Lefebvre, agent illégal du KGB infiltré depuis 3 ans sous couverture de comptable modeste chez une petite entreprise d'import-export de pièces détachées soviétiques, se réveille en sursaut, le cœur cognant comme un marteau-piqueur contre ses côtes, persuadé d'avoir entendu un grattement infime derrière la porte blindée de son 2 pièces exigu, un bruit qui pourrait n'être que le vent fouettant les volets mal joints ou le pas traînant d'un voisin insomniaque, mais qui, dans son esprit aiguisé par des années de formation à l'école 101 de Yasenevo, résonne comme le premier frottement d'une clé anglaise sur une serrure piégée. Il reste immobile, sous les draps usés, les yeux grands ouverts dans l'obscurité piquetée par le néon clignotant d'une enseigne pharmaceutique de l'autre côté de la rue, comptant les secondes jusqu'à 70, le temps réglementaire avant de bouger, son pouls ralentissant à peine tandis que l'horloge murale, un modèle bon marché aux aiguilles phosphorescentes acheté chez Samaritaine pour parfaire l'illusion de la vie ordinaire, égrène son tic-tac étouffé, amplifié par le silence oppressant de l'appartement où chaque meuble semble chargé d'ombres hostiles. La table de formica où trône encore la tasse de thé noir de la veille, les dossiers factices empilés avec soin pour tromper une perquisition éclair, et le tiroir secret sous le plancher, contenant les microfilms en attente de transmission lors du prochain contact avec le chef de poste à l'ambassade soviétique de la rue de Grenelle. Vous sentez la sueur perler sur votre nuque, Victor, ou Pierre, ou qui que vous soyez devenu dans cette peau d'emprunt, et vous vous demandez si ce n'est pas déjà trop tard, si les antennes invisibles du SDECE, ce service français si impitoyable dans sa discrétion, n'ont pas déjà capté le moindre frémissement de votre routine impeccable, cette horloge interne qui vous pousse chaque jour à la même exactitude fatale. Dehors, la nuit parisienne s'étire comme une toile d'araignée gluante, les phares sporadiques des taxis filant vers les boulevards périphériques, jetant des éclats intermittents sur les rideaux tirés à mi-hauteur, une habitude que Victor s'impose depuis son arrivée, pour observer sans être vu, mais qui crée une silhouette familière aux yeux attentifs des concierges ou des passants ordinaires. Il se lève enfin, pieds nus sur le linoléum froid qui colle légèrement à la plante des pieds, et allume la lampe de chevet à abat-jour jauni, le clic du commutateur résonnant comme un coup de feu dans le vide, projetant une lumière jaunâtre sur les murs tapissés de papier peint floral défraîchi, imitation bon marché d'un intérieur bourgeois des années 1950. Dans la kitchenette attenante, séparée par un rideau de perles en plastique qui cliquette doucement au moindre courant d'air, il prépare son café selon le rituel immuable. Exactement 7 grammes de Robusta moulu dans le filtre conique de la cafetière italienne, acheté d'occasion au marché aux puces de Vanves, l'eau portée à 92 degrés sur la gazinière à flamme bleue vacillante, versée en filet précis pendant 22 secondes. Le tout chronométré mentalement car aucune montre n'orne son poignet la nuit pour éviter les reflets de traître. À 6h45 précise, la tasse fumante en main, il s'assied à la petite table, feuillette le journal Le Monde plié en 4, édition du jour précédent, acheté la veille à 19h03 au kiosque du coin de la rue Lecourbe. Les yeux parcourant les gros titres sur la guerre du Vietnam et les tensions à Prague sans vraiment les lire, car son esprit est ailleurs, tendu vers la journée à venir, les rendez-vous codés, dissimulés derrière des commandes anodines de boulons et de roulements à billes, les dead drops prévus dans le square du cardinal Léman, où un banc spécifique, 3e depuis l'entrée est, recevra ce soir un paquet de gauloises contenant un rouleau de pellicule 35 mm, avec les plans d'un radar français volé à un contact du CEA. Mais ce matin-là, comme tous les matins depuis 1247 jours, il rince la tasse sous un filet d'eau tiède exactement pendant 12 secondes,
la retourne sur l'égouttoir en inox rayé et essuie le rebord avec un chiffon à carreaux rangé dans le tiroir du haut, geste si fluide, si mécanique, qu'il frise l'automatisme inhumain, une précision héritée des entraînements sibériens où l'erreur valait un séjour au Dacha disciplinaire. En bas, dans l'appartement du rez-de-chaussée, Marie Duval, veuve de 58 ans, ancienne couturière aux doigts noueux par des années de surjet manuel, s'éveille à son tour, tirée du sommeil par le rituel sonore qui monte de l'étage, le grincement précis du lit à ressort à 6h44, le chuintement de la cafetière à 6h45 pile, le cliquetis de la tasse sur la table à 6h46, suivi du rinçage rythmé comme une horloge hydraulique à 6h48, et enfin le pas régulier descendant l'escalier à 7h02, toujours le même, 7 marches lentes, pause infime sur le palier pour vérifier la boîte aux lettres vide, puis reprise jusqu'au hall où la porte palière claque avec une douceur calculée pour ne pas réveiller les autres locataires. Marie, dont les nuits sont hantées par le souvenir de son mari déporté en 1943 pour fait de résistance avérée mais jamais prouvé, a pris l'habitude de noter ses routines dans un carnet à spirale caché sous son matelas. Non par malice initiale, mais par une méfiance instinctive envers l'homme du troisième étage, ce Pierre Lefebvre, au sourire trop poli, aux salutations trop brèves, qui ne reçoit jamais de visite et dont la boîte aux lettres ne déborde jamais de courrier personnel, seulement des factures réglées en espèces précises. Trop régulier, comme un Allemand de l'Est, murmure-t-elle, pour elle-même en allumant sa radio à lampe. Le poste Occitanie crachotant les informations de France Inter sur les négociations de Paris entre Nord-Vietnamiens et Américains, tandis que ses yeux plissés scrutent par l'entrebâillement des volets le trottoir, où à 7h05, la silhouette familière apparaît, imperméable beige cintré, chapeau feutre incliné à 15 degrés, pas mesuré de 70 centimètres exactement, direction le métro Convention, billet de première classe poinçonné chaque fois par la même employée de guichet qui commence à le trouver bizarre, elle aussi. Vous imaginez, Victor, le poids de ce regard depuis les ombres, ce filet invisible qui se resserre sans que vous le sachiez encore, car votre formation vous a appris à ignorer les coïncidences, mais pas à anticiper la trahison venue d'un civil lambda, d'une routine trop parfaite qui hurle l'artifice dans un monde où la vie véritable est faite de chaos et d'oubli. La journée de Victor s'écoule dans une tension palpable. Le bureau de l'entreprise Import-Export franco-soviétique, niché au deuxième étage d'un entrepôt crasseux rue des Morillons, où les caisses de pièces mécaniques masquent parfois des échantillons de technologie duale destinés à Moscou, et où le téléphone beige, relié à une ligne surveillée par le SDECE depuis des mois sur type anonyme, sonne à intervalles irréguliers. Chaque sonnerie prolongée comme un doigt accusateur pressé sur la sonnette d'alarme. À 11h17, un appel codé. Bonjour, monsieur Lefebvre. Pour les roulements à billes numéro 47, nous en avons 10 en stock. Voix neutre d'un opérateur du centre de communication KGB à l'ambassade, signifiant dead drop confirmé ce soir, secteur sud, seconde poubelle publique après le kiosque à journaux. Victor répond d'une voix monocorde. Parfait. J'en prends 8. Livraison standard. Raccrochant pile au bout de 28 secondes pour ne pas dépasser le seuil de suspicion des écoutes, puis rallume une gitane filtre allumé au zippo gravé d'un faux monogramme PL. La cigarette se consumant entre ses doigts jaunis, tandis qu'il fixe la vitre poussiéreuse donnant sur la cour intérieure où un chat errant miaule sous la pluie fine qui commence à tomber, gouttes martelant le zinc comme des signaux morses incohérents. Le déjeuner à 12h30. Sandwich jambon-beurre acheté à la même boulangerie rue de Vaugirard. Mangé sur le même banc du square, dos au mur pour surveiller les allées et venues, yeux balayant les poussettes, les retraités, les ouvriers en bleu de travail, notant mentalement les anomalies.
un homme en impair gris, qui s'attarde trop sur le banc opposé, lisant France Soir, mais photographiant peut-être avec un minox dissimulé dans la doublure de son journal. L'après-midi s'étire en une série de tâches routinières, factures tapées sur une Olivetti Lettera 22, dont les touches claquent avec une régularité hypnotique dans le silence du bureau désert. Collègues partis tôt pour la grève des postiers qui paralyse Paris. Laissant Victor seul sous les néons bourdonnants qui projettent des ombres dansantes sur les murs écaillés. Chaque frappe du marteau de la machine à écrire comme un aveu involontaire de son isolement calculé. À 18h55, comme chaque soir, il quitte le bureau, parapluie en main malgré l'accalmie, marchant les 1-2 kilomètres jusqu'au square du Cardinal Léman par un itinéraire en zigzag pour semer d'éventuels suiveurs. Rue de la Croix-Nivert, pause, feinte devant une vitrine de charcuterie pour vérifier les reflets, puis ruelle adjacente où il compte jusqu'à 180 avant de reprendre, sentant déjà la pression monter, cette sueur froide sous les aisselles qui trahit le professionnel aguerri. Le parc est désert à cette heure crépusculaire. Les allées gravillonnées crissant sous ses semelles de cuir usé, l'air chargé d'humidité et d'effluves de feuilles mortes piétinées, les lampadaires à sodium diffusant une lueur orangée qui allonge les ombres comme des doigts crochus. Au troisième banc, il s'assied, sort son paquet de gauloises neuves, acheté à 17h42 à un bureau de tabac de la rue Blomet, extrait une cigarette qu'il allume lentement, laissant tomber le paquet vide dans la seconde poubelle publique, avec un geste anodin, le cœur battant tandis qu'il attend les 3 minutes réglementaires, écoutant le distant ronron des voitures sur le périphérique, le cri d'un corbeau perché sur un platane, et ce silence intérieur où défilent les visages de sa famille, à Minsk, Olga, sa femme, les jumeaux Sergueï et Natacha, qu'il n'a pas vus depuis 1966, promesse de retrouvailles après la mission réussie. Mais ce soir, un détail infime. Une feuille morte, emportée par le vent, atterrit précisément sur le banc, et, en la chassant du revers de la main, il remarque une voiture banalisée. Renault 16 grise, stationnée au coin de l'allée Est. Phares éteints, mais pots d'échappement encore tièdes, silhouette indistincte à l'intérieur. Paranoïa ou réalité? Il se lève à 19h03, reprend son chemin vers l'appartement, sentant le poids du microfilm déjà récupéré par un agent de soutien, mais ignorant que Marie Duval, depuis sa fenêtre du rez-de-chaussée, a noté l'heure exacte de retour, 19h28, pas une minute de plus ou de moins. Son carnet s'épaississant de ses chronométries obsessives qu'elle confie enfin, le lendemain matin, à un neveu policier municipal. Il est pas normal, ce type, comme un robot, toujours pile-poil. Et hier soir au parc, bizarre, avec son paquet de clopes. Les jours suivants, la nasse se resserre imperceptiblement, Victor percevant les premiers signes. Le concierge portugais, qui le salue un peu trop cordialement à 7h02, les journaux du matin légèrement froissés comme si manipulés, le téléphone qui sonne une fois à 4h17 sans que personne ne décroche, un souffle haletant avant la coupure, et ces nuits où le sommeil fuit, allongé sur le lit, écoutant le bourdonnement lointain du réfrigérateur, fumant cigarette sur cigarette jusqu'au filtre brûlant les lèvres, cendres tombant en flocons gris sur le couvre-lit, imaginant les verbatims de ces appels décryptés au boulevard Saint-Germain par les cryptologues du SDECE, ces experts en stéganographie qui dissèquent les silences autant que les mots. Vous hésitez avant de sortir le lendemain, Victor, la main sur la poignée de la porte, sachant que le silence de l'escalier pourrait être plus éloquent qu'un piétinement visible, et quand vous descendez, le pas un chouïa irrégulier pour tester, vous croisez Marie Duval, qui feint d'arroser ses géraniums fanés sur le palier, ses yeux perçants vous transperçant comme des baïonnettes. Un « Bonsoir, monsieur Lefebvre », toujours si ponctuel, qui sonne comme une sentence. La routine se fissure alors.
Le café à 6h47 au lieu de 6h45, le journal lu en diagonale avec une tasse mal rincée, mais trop tard, car le neveu de Marie a transmis au commissariat local, et de là à la DST via un canal discret, suspicion d'agent étalement ou soviétique. Routine anormale signalée par civil. Surveillance passive s'instaure. Une 4L banalisée garée en double fil rue Lecourbe, objectif téléphoto zoomant sur la fenêtre au rideau mi-clos, enregistrement des pas dans l'escalier, analyse balistique des mégots jetés à heure fixe dans la poubelle commune, où les experts en toxicologie KGB confirment le tabac bulgare importé via les circuits parallèles. Le 24 avril, à 22h47, le dead drop suivant vire au cauchemar. Au lieu habituel, un parc près de la Seine sous le pont de Tolbiac, où Victor dépose un sachet de pain aux graines dissimulant des documents sur les essais nucléaires français, à Mururoa. Mais, en approchant, il sent l'odeur de tabac français bon marché, Gitanus non filtre, typique des surveillants DST, et feint un faux tout sautement pour reculer, cœur en furie, rebroussant chemin par les quais glissants de pluie, ombre chinoise sous les réverbères, persuadé que le contact a été compromis, que les lignes sont mortes. Retour à l'appartement à 23h19, plus tard que d'habitude, ce qui alerte Marie, qui note fébrilement « retard inhabituel, nerveux, chapeau de travers ». La paranoïa s'empare alors pleinement. Nuit blanche sous la lampe de chevet. Radio diffusant en sourdine les ondes courtes de Moscou International pour capter un message d'urgence. Victor Hugo attend signal feu vert. Mais seul le chuintement de parasites et le générique orchestral de l'hymne soviétique à minuit, cigarette se succédant jusqu'à l'aube grise, filtres mâchés jonchant le sol comme des os blanchis, tandis que dehors, la Renault grise tourne en rond, Farès masqué, attendant le faux pas. Le 28 avril, coup de fil du chef de poste. Changement procédure, aborté tous drop, extraction possible via Vienna Cycline, voie hachée par les brouilleurs. Mais Victor perçoit le tremblement, sait que la roue tourne, que sa perfection quotidienne l'a trahi auprès d'une veuve anonyme dont le soupçon civil a enclenché la machine infernale. L'arrestation survient le 3 mai 1969, 5h22 du matin. Escalier de l'immeuble résonnant du pas lourd de 8 hommes en civil. Gants de cuir noir, armes de poing. Beretta 934 sous les vestons, la porte défoncée d'un coup d'épaule silencieux malgré le bois qui craque comme un os brisé, Victor arraché du lit en pyjama gris, menottes froides mordant les poignets, emmené manu militari vers une fourgonnette noire garée dans la cour intérieure, phare éteint jusqu'au dernier moment. Pas de violence gratuite, juste l'implacable efficacité française. Fouille au corps sur place. Microfilm trouvé sous le parquet en 47 secondes. Madame Duval en larmes dans le hall, carnet à la main tendu au capitaine comme un trophée. Au quai des Orfèvres, salle d'interrogatoire anonyme au sous-sol, mur suintant d'humidité, ampoule nue suspendue au plafond bourdonnant comme un essaim de frelons, table en métal rivée au sol, Victor assis face à l'inspecteur principal Durand. Silhouette massive en costume 3 pièces. Fumée de boyard flottant en volute paresseuse. Silence s'étirant jusqu'à l'insoutenable. 10 minutes. 20. Où seul le tic-tac d'une montre Oméga marque le temps, Durand observant les cernes, les ongles rongés, avant le premier mot. Monsieur Lefebvre, ou devrais-je dire Sokolov, Viktor Ivanovitch, né le 12 juillet 1934 à Gorki. KGB, première direction principale depuis 1958, votre habitude du café rincé en 12 secondes a tout gâché, vous savez. Une voisine, une civile, a vu l'anormal dans le normal. Victor fixe le mur, sueur coulant en rigole le long du dos, réalisant que sa vie d'emprunt s'effondre, que les promesses à sa famille virent au mensonge éternel, que l'interrogatoire durera des semaines, privation sensorielle, cellules capitonnées,
Chantage sur les jumeaux peut être localisé par les échanges avec le politburo. Les heures s'étirent en jours, la salle d'interrogatoire devenant un purgatoire où le silence pèse plus que les questions, cigarette refusée après la 5e, eau tiède dans un gobelet ébréché, regards obliques vers la porte blindée derrière laquelle attendent les sténographes, notant chaque souffle, chaque pause avant réponse, Victor craquant enfin, au bout de 72 heures, sur la promesse d'un échange via les canaux suisses, avouant les drops, les contacts, les microfilms sur les Mirage 3 et les sous-marins lance-missiles de Cherbourg, mais le mal est fait, sa couverture pulvérisée par une routine trop précise, une veuve trop vigilante. Dehors, Paris s'éveille indifférent. Madame Duval recevant une médaille discrète de la DST, l'immeuble repris par de nouveaux locataires qui ignorent les ombres persistantes, et Victor, rapatrié après 6 mois de troc diplomatique secret, assigné à un bureau obscur à Léningrad, hanté par le tic-tac des aiguilles qui n'obéissent plus, fumant jusqu'au filtre dans des nuits sans fin, sachant que l'habitude quotidienne, cet allié fidèle, fut le bourreau invisible. L'écho de l'escalier parisien résonne encore, humide et accusateur, dans le vide de l'après, où chaque pas ordinaire devient suspect, chaque tasse rincée un aveu potentiel, et la paranoïa, une fois éveillée, ne s'endort jamais. Gadjikirkus, acte 2. Les ombres de Léningrad hiver 1973. Léningrad s'étouffe sous une neige sale, accumulée en monticules noirs le long des canaux gelés, où les mouettes hurlent comme des alarmes détraquées. Victor Sokolov, rasé de frais chaque matin par discipline résiduelle, arpente les couloirs lambrissés du siège de la première direction principale, étage 4, bureau 17B. Un cagibi au mur tapissé de dossiers jaunis, une machine à écrire japie bringue-ballante, une lampe à abat-jour verdâtre qui bourdonne comme un insecte piégé. Son nouveau rôle? Analyste des fuites occidentales, ironie mordante. Trier les rapports sur les taupes grillées, annoter les erreurs des autres, tandis que ses propres cicatrices, physiques et autres, suintent encore sous la chemise amidonnée. Chaque matin, à 7h45 précise, il descend l'escalier de la datcha collective de Primorsky, comptant les marches, 27, toujours 27, inspectant les paliers pour un reflet suspect dans les boîtes aux lettres rouillées. Sa femme, Irina, aux yeux las de veuve anticipée, prépare le samovar sans un mot. Les jumeaux, Nadia et Alexei, 13 ans, évitent son regard, sentant l'odeur âcre de la défaite qui colle à sa peau comme du goudron. « Papa, pourquoi tu rinces plus le thé ?» demande Nadia un soir, innocente, et Victor tressaille, renversant l'eau bouillante sur ses doigts. Brûlure mineure, mais rappel majeur. Les habitudes tuent. Au bureau, le colonel Gromov, bedonnard et vicieux, le convoque pour les débriefings hebdomadaires. Gromov, ancien de la Loubianka, mâche son éternel cigare cubain, souffle la fumée en anneaux qui s'enroulent autour du cou de Victor comme des garrots. Sokolov, tes microfilms sur les mirages. Du bon boulot, avant que tu deviennes. Français. Mais dis-moi, cette veuve Duval, elle boit du café comment, elle? Rincée en 12 secondes? Rire gras, complice forcé. Victor sourit, lèvres pincées, répond par des monologues sur les faiblesses des DST. Mais intérieurement, il cartographie. Les caméras cachées dans les moulures, les micros sous le plateau du bureau. Il change de chaise chaque jour, essuie la tasse avec un mouchoir neuf avant d'y toucher. La paranoïa fermente. Une nuit, rêve récurrent. L'escalier parisien se mue en canal léningradien. Madame Duval émerge de l'eau noire, médaille DST au cou, pointant un doigt dégoulinant. Anormal dans le normal. Il se réveille en sursaut, attrape son Makarov de service, vérifie la culasse dans le noir. Irina soupire dans son sommeil, ignorant que Victor a déjà fouillé ses affaires. Une lettre de sa sœur à Moscou, pliure suspecte, rien,
ou trop bien caché. Puis, le 14 février, carte postale anonyme glissée sous la porte. Vue de la tour Eiffel, timbre suisse oblitéré. Dos vierge, mais Victor sait, canaux ouverts, appât tendu. Gromov le sonde le lendemain. Un cadeau d'anniversaire, camarade? Les Suisses murmurent sur un échange. Cherbourg, encore. Victor nie, sueur froide, mais accepte la mission suicide. Infiltrer un symposium naval à Helsinki, sous couverture de délégué commercial au cognac arménien. Ton habitude du café? Oublie-la. Bois comme un Finlandais. Lent, boueux. Helsinki, Hôtel Esperia. Suite 312. Neige fine sur le port. Ferry pour Stockholm qui klaxonne comme un glas. Victor, cravate trop serrée, déguste un coffee tiède en 23 secondes chronométrées mentalement, observant les délégués. Amiral français bedonnant, attaché case menottée, et dans l'ombre du bar, elle, une femme aux ongles rongés, yeux cernés, accent parisien masqué sous un suédois approximatif. Monsieur Sokolov, ou devrais-je dire Lefebvre, votre café est rincé trop vite. Une voisine vous salue. La porte claque. Victor bondit, mais trop tard. L'aiguille hypodermique pique la nuque, paralysie instantanée. Madame Duval, ou son fantôme, murmure « La paranoïa ne dort jamais, mais elle rend aveugle. » Éveil en cellule, non pas Loubianka, mais une cave sous le port. Interrogateur finlandais, ou pire, les Suédois de Seppo? Gromov trahi? Les jumeaux en otage? Dehors, Léningrad gèle, Irina reçoit un télégramme laconique, affectation prolongée, patience. Et dans le vide, le tic-tac reprend, impitoyable. Chaque seconde rincée, un pas vers l'abîme. À suivre. Acte 3. Caveau sous le port d'Helsinki, odeur de fuel et de varech pourri. Victor cligne, langue pâteuse, chaîne au poignet fixé à un radiateur rouillé. Pas de néon cru, pas de bottes de la Loubianka. Ampoule nue qui grésille, deux silhouettes en parka anonyme. L'un mâche un chewing-gum mentholé, accent de Göteborg traînant comme un chalutier. Seppo, les Suédois. Sokolov ou Lefebvre? On a tes câbles à Cherbourg. La médaille DST dans ton rêve? Elle est vraie, camarade. Retrouvée sur un cadavre à Malmö. Duval n'est pas mort. Il boit du Koskenkorva avec nous. Victor crache un rire sec, masque la panique. Irina, les jumeaux, Gromov les a-t-il vendus? L'autre Suédois, cicatrice sur la joue, balance une photo. Irina en robe d'été, marché de Léningrad, un homme flou en arrière-plan. Ta femme ou ton appât? On sait pour la lettre de sa sœur. Pliure suspecte. Microfilm. Recette de cognac arménien. Ou plan de sous-marin de classe Typhoon. Victor nie, sueur qui goutte. Chronomètre mental bloqué à 0. Tic-tac. Le ferry pour Stockholm, klaxonne au loin. Écho moqueur. Interrogatoire en 3 temps. Premier, café tiède versé sur les genoux, brûlure lente. Parle des canaux suisses. La carte postale? Notre piège, pas le vôtre. Victor, Valentine pour les pigeons. Deuxième, bande-son d'enfants riants, jumeaux, supercherie suédoise. Tes gosses attendent ta Tallinn, échange-les contre les codes Helsinki. Troisième, Madame Duval entre, ongles rongés impeccables maintenant, tailleur gris. La paranoïa rend aveugle, Victor. Mais le café trahit. Tu rinçais en 23, comme à Cherbourg. DST, c'est tout. Gromov est à nous depuis Varsovie. Révélation. Gromov, taupe double. La mission suicide? Cadeau empoisonné pour tester Victor. Duval rit doucement. Anormal dans le normal. Ta sœur à Irina? KGB? Pas Moscou pur. Les jumeaux. Appât pour toi. Victor bondit dans ses chaînes, radiateur qui cède. Vieux truc de Spetsnaz. Poing dans la cicatrice, genou dans l'entrejambe mentholée. Duval tire, mais Victor plus rapide.
Makarov, fantôme en rêve, devient sa propre lime cachée dans la cravate. Fuite dans les tunnels du port, neige qui fouette, ferry qui appareille. Irina, à Leningrad. Télégramme froissé. Elle fouille l'appart, trouve la médaille DST cousue dans l'ourlet de son manteau. Victor ou Lefebvre. Gromov appelle. Rentre, camarade, tout est normal. Mais tic-tac accéléré. Helsinki murmure, Suisse, Rhin et l'abîme appelle. À suivre.